Bonsoir, très ravi de vous retrouver encore pour un nouveau numéro de Hightech 221. Nous allons tout de suite enchaîner avec l'application Gabi. Cette application permet de retrouver tout ce qui est guichet automatique. Tout le monde sait qu'à Dakar, surtout quand c'est la fin du mois, il est très difficile de voir un GAB qui marche. Donc avec cette application, nous pouvons dorénavant savoir quel guichet automatique marche. Nous en parlons tout de suite avec Dia. Gabi, parce que tout simplement, aujourd'hui, quand le GAP, donc guichet automatique bancaire, ne marche pas au Sénégal, il est difficile de le savoir sans se déplacer. Donc le deuxième problème, c'est que quand vous n'avez pas l'information sur Google, il est difficile de savoir où se trouvent les GAP exactement. Donc l'exemple le plus parlant, c'est quand vous allez dans un endroit que vous ne connaissez pas du tout. Donc le problème qu'on a aujourd'hui, c'est la disponibilité de l'information, d'où la solution Gabi qui nous permet aujourd'hui de géolocaliser les GAP et de donner en fait le statut du GAP. Alors sur Gabi, il est possible de consulter les GAP les plus proches. Il est possible de faire des recherches par nom de banque. Il est possible d'ajouter le statut, c'est-à-dire par un commentaire. On dit est-ce que le GAP marche, le GAP ne marche pas. Et ça permet aux autres gens de la communauté de savoir si le GAP marche ou pas. Et donc de prendre une décision s'ils vont ou s'ils n'y vont pas. Et enfin, ça permet d'ajouter un GAP. C'est-à-dire que vous vous trouvez dans un endroit où vous avez trouvé un GAP. Le GAP ne se trouve pas sur Gabi. Vous pouvez l'ajouter au niveau de l'application. Et derrière, nous, on s'occupera de valider ce GAP ou pas. Alors aujourd'hui, Gabi est disponible sur Play Store et Apple Store. Donc vous allez sur votre Play Store, vous le téléchargez et puis après c'est bon. Vous n'avez pas besoin de créer de compte, vous avez accès directement à l'application. Aujourd'hui, Gabi n'est pas utilisable sans Internet, dans le sens où on a besoin d'Internet pour se géolocaliser. Mais dans les versions à venir, on a prévu de mettre en place une utilisation sans Internet. Alors, par rapport à l'aspect communautaire, Gabi est une application communautaire, c'est-à-dire que Gabi marche grâce à la communauté. Autant la géolocalisation est assurée par nos équipes, c'est-à-dire que nos équipes vont sur place pour mettre les points des GAP au niveau de l'application, mais la partie commentaire est vraiment assurée par la communauté. Donc, plus la communauté s'active et contribue, mieux c'est pour tout le monde. Astaboard, un écosystème avec une application mobile et une carte électronique. Nous allons partir à la découverte avec une interview de Mamadou. Donc Astaboard, c'est un système, on va dire un écosystème où il y a une carte électronique et une application mobile. Donc le principe, c'est on prend son téléphone, on le connecte avec la carte et ainsi on pourra par exemple contrôler une lampe. Par exemple, on va dire à la lampe allume-toi, avec le téléphone on va envoyer des ordres à la lampe pour lui dire de s'allumer, il va s'allumer, d'éteindre, il va s'éteindre. On peut dire au réfrigérateur, par exemple à minuit allume-toi, à 5 h du matin éteins-toi. Donc ça c'est par exemple si on a un projet de contrôle de domotique, si on va faire par exemple de la domotique. Mais dans le cas où par exemple on va enseigner aux enfants ou bien aux personnes la technologie, je vais prendre le cas des universités et des écoles où ils font l'enseignement technique. On a un manque de pratique, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de matériel pour faire des pratiques scientifiques. Donc cette carte-là est venue pour pallier à ce système-là, c'est-à-dire on donne cette carte-là aux élèves et avec l'application mobile, ils pourront faire des expériences scientifiques. J'ai fait un cycle scientifique, donc pendant mon parcours, c'était difficile de faire des pratiques parce que malheureusement, les écoles où j'étais, ils n'avaient pas de matériel ou bien les matériels qu'ils avaient à leur possession étaient archaïques, c'était ancien. Donc voilà, on faisait juste de la théorie et moi, je voulais faire de la pratique. Donc ce qui m'a poussé à créer cette carte, c'est pour pouvoir aider aux gens qui font des séries scientifiques de ne pas juste apprendre la théorie. Parce que la théorie, quand on l'apprend, ça part vite fait. Donc avec la pratique, ça reste, on ne va pas oublier ça. Donc cette ambition de vouloir aider les gens à faire la pratique, c'est ça qui m'a poussé à créer cette carte-là. On est en train de faire l'assemblage et le packaging pour pouvoir commencer à le vendre.
Donc d'ici 2 mois, on aura des produits finis qu'on pourra utiliser technologie. Donc notre objectif, c'est de pouvoir enseigner la technologie aux gens, de pouvoir les montrer que ce n'est pas un truc diable, c'est un truc accessible à tout le monde. Un appel aux financeurs d'aider les makers sénégalais. Parce qu'au Sénégal, on a beaucoup de makers, de gens qui font des choses incroyables, des machines, voilà, des projets incroyables, mais ils ont un problème énorme côté financement. Donc mon dernier mot, ce serait d'appeler aux gens qui ont de l'argent, de ne pas les mettre dans des choses qui n'ont pas d'importance, mais plutôt de venir aider ces makers-là, parce que c'est eux qui vont faire développer le pays, c'est eux qui vont faire développer. Une méthode d'apprentissage qui est de plus en plus en vogue. Je veux bien sûr parler du e-learning ou les cours à distance. Nous sommes partis interviewer quelques étudiants qui nous disent qu'en plus de suivre une formation, ils sont en train aussi de faire du e-learning, c'est-à-dire d'apprendre ou de prendre des cours à distance, que ce soit dans un autre pays ou dans un autre continent. Découverte. La formation à distance ou l'enseignement à distance qui comprend la formation ouverte désigne l'ensemble des dispositifs de formation à distance, que ce soit les cours par correspondance ou les formations en ligne. Elle s'applique tant à la formation continue qu'à la formation initiale, de manière individuelle ou collective. Ces formations utilisent de plus en plus les outils numériques et les moyens de l'Internet. C'est quoi l'enseignement à distance? C'est une façon de se former ou bien de valider un diplôme à distance sans avoir besoin de se déplacer. C'est un modèle d'enseignement où les étudiants ne voient pas physiquement les professeurs. C'est le fait d'apprendre en ligne, c'est-à-dire sans la présence physique d'un professeur et ses étudiants. C'est-à-dire que les étudiants vont recevoir les cours via une plateforme qui sont sous format PDF. Pour certains cours aussi, il y a des formats vidéo qu'on envoie au milieu de la plateforme. Qui représente notre salle de classe, n'est-ce pas? C'est à travers cette plateforme que nous avons des interactions avec nos professeurs. Et de par là, il y a aussi un tuteur qui veille à faire une brève explication des cours. Et les étudiants n'ont plus besoin de se déplacer pour faire des cours en fait. Donc tu peux rester chez toi, n'est-ce pas, et faire cours avec, à n'importe quel moment. Quel est l'avantage de l'enseignement à distance? La distance. Là, on n'a plus un obstacle de distance de se déplacer pour se faire former. C'est le leadership. Pourquoi? Parce que c'est ce qui représente la particularité entre l'UVS et les autres universités. Voilà. Donc les étudiants se forment eux-mêmes. Notre avantage que je vais énumérer, surtout sur les personnes à mobilité réduite, aujourd'hui ils ont l'occasion de se former ou bien de valider des diplômes à distance là où ils sont. Et que tu peux gérer ton temps, tu n'as pas la pression des professeurs. Bon, pour moi, l'avantage majeur, c'est d'abord la maîtrise des outils informatiques. Parce que pour les étudiants, par exemple, à l'Université virtuelle du Sénégal, dès la première année, vous avez la maîtrise des outils d'informatique. Parce que là, l'étudiant, disons, il est entré en contact avec son ordinateur, il peut maintenant pratiquer tout ce qu'il veut. Et là aussi, je dirais que c'est un avantage d'éthique. Donc l'autre avantage, vous avez le cours de l'introduction à la conclusion. Parce qu'à l'UCAD ou bien dans les autres universités classiques, le professeur, il vient, il dicte les leçons. Si vous entendez, vous prenez note. Si vous n'entendez pas, c'est votre affaire. Les étudiants avaient tous un problème d'orientation. Parce que tout simplement, on avait un problème d'espace pour pouvoir stocker l'ensemble des bacheliers. Et maintenant là, en 2013, quand on a mis en place cette université virtuelle du Sénégal comme exemple, aujourd'hui, l'État du Sénégal a parvenu vraiment à régler cette équation. Et le prof aussi va te convoquer quelque part sur la plateforme d'apprentissage pour pouvoir échanger avec vous sur le cours. Donc là, c'est un avantage. Quels sont les inconvénients de l'enseignement à distance? La connexion ne marche pas. Donc c'est le problème de l'enseignement à distance. Donc tu peux faire cours. En un moment, la connexion est coupée. Là, tu es obligé de te reconnecter. Là, tu perds beaucoup de choses. Donc après la connectivité, nous avons ce qu'on appelle le manque d'équipement. Pourquoi? Parce que moi qui suis étudiant en multimédia internet de communication, j'ai besoin des matériels comme par exemple des caméras et tout ça. Tu peux rester toute une journée devant une machine à regarder ton ordinateur. Et on sait tous que il y a des fois tu as des problèmes de yeux parce que ce n'est pas adéquat de rester
toute la journée devant une machine. L'autre aussi inconvénient que je vais nommer, que, comme l'a dit mon ami, c'est le problème de connectivité. Dès par le débit, s'il n'est pas conforme à l'enseignement, ça nécessite un bon débit. Et si le débit fait défaut, donc là aussi, ça peut être un des problèmes. Pour les filles, des fois, tu as des cours, mais les cours se passent à distance. Tu restes chez toi pour faire tes cours. Mais par exemple, ta mère ou bien la famille ne te laisse pas, par exemple, ils vont dire que non, ça, ce n'est pas du travail. Ils vont vous appeler pour faire les tâches ménagères. C'est un peu compliqué pour les filles. Quelle est l'utilité de venir à l'établissement puisqu'on parle d'enseignement à distance? Pour faire des groupes de travail, pour s'aider entre nous et pour aussi aider notre descente, c'est-à-dire les cordes 6, etc. Former une vie sociale, une famille et travailler ensemble surtout, c'est ce qui a fait aujourd'hui, disons, c'est ce qui apporte fruit beaucoup d'étudiants. L'esprit de groupe, l'esprit de travail en chambre et d'échanger. Parce que les étudiants se rencontrent entre eux et il y a un étudiant qui portera par exemple volontaire pendant le groupe de travail donc pour expliquer en fait des points voilà, sur le cours. Comme il ne voit pas de professeur, l'État a mis en place dans les 45 départements du Sénégal les ZENO, espaces numériques ouverts. Quand on nous met à la disposition des outils informatiques, on n'a pas le droit de faire sortir ces outils de l'ENO. Nous sommes obligés de venir à l'ENO pour faire nos travaux pratiques. Tous les étudiants de MIC se regroupent quelque part dans une salle. On a distribué les salles par filière où ils vont véritablement se regrouper pour échanger entre étudiants. Les formations à distance peuvent se caractériser par leur flexibilité qui permet de les désigner comme ouvertes, dans le sens où elles ne requièrent aucun prérequis autre que technique. L'apprenant peut alors gérer de manière autonome le temps consacré à son apprentissage et peut choisir d'entrer ou de sortir librement d'un dispositif. En outre, une formation est ouverte dans la mesure où elle est facilement accessible matériellement. Enfin, la formation ouverte, flexible, se veut accessible au plus grand nombre et à toute personne souhaitant suivre une formation, contrairement à des enseignements inscrits dans un cursus académique normatif. L'invité de ce Tech Guest a plusieurs casquettes. Il est rappeur, chanteur et peut-être slammer à ses heures perdues. Mais aujourd'hui, il est dans notre émission pour nous parler de tout ce qui est animation numérique. Je veux bien sûr parler de Masek du groupe Black Diamonds. Asek, bonjour. Bonjour Basile. Vous êtes producteur, vous évoluez dans le domaine de l'audiovisuel. On vous connaît notamment avec le prénom de MASS, en même temps rappeur. Alors Mas, on a vu depuis quelque temps la production audiovisuelle du Sénégal qui a changé. Vous, en tant que technicien, comment faites-vous l'analyse avec l'apparition des séries, etc. Comment voyez-vous ce secteur au niveau du Sénégal? Bon, je vous remercie d'abord de m'avoir invité et de me donner l'occasion de discuter de production au Sénégal, audiovisuelle. La production audiovisuelle au Sénégal, quand même, depuis, disons, 5 à 6 ans, a connu un dynamisme qui est vraiment très particulier par rapport notamment aux séries, parce que maintenant nous avons une production qui est très soutenue. Et aussi, dans la qualité aussi, surtout technique, les techniciens ont fait un bond, que ce soit à la réalisation, à la prise de vue, qui fait que les séries africaines qui marchent le plus, je dirais, le Sénégal en est pour quelque chose. L'autre chose aussi, c'est que si vous regardez, nous sommes 14 millions de Sénégalais, voire 15 millions de Sénégalais. Mais comparé aux pays comme le Nigeria, qui font plus de 300 millions, voire, vous vous rendez compte que le nombre de vues que les séries sénégalaises ont, les plus grands succès des séries au niveau du Nigeria ne l'atteignent même pas. Ça veut dire que nous sommes un peuple qui est beaucoup présent sur Internet. Et ce qui fait qu'au niveau mondial, même à un moment donné, je me rappelle, il est arrivé que Mbettel soit parmi les trending au niveau de l'Italie. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de Sénégalais de l'Italie qui regardent. Et les Italiens se posent la question, mais c'est quoi ça? Alors que c'est la forte communauté qui est en Italie qui suit. Effectivement, la diaspora, elle suit les séries sur Internet, sur YouTube. Mais est-ce qu'il y a un impact avec cela, le fait que la diaspora se livre à la production? Bien sûr, bien sûr. Je pense que sur Internet, le nombre de vues, quand même, c'est
C'est un synonyme de revenu, quoi. Effectivement. Pour le producteur. Même aussi, je peux dire, c'est un élément de comparaison, c'est un élément qui fait que bon, cette série, elle est appréciée ou elle n'est pas appréciée. Exact. Donc, je reviens pour dire que, avec l'historique des dramatiques qu'on appelait théâtre, de façon classique, Daara Kocc, Jamono Été et autres, ce qui manquait le plus, c'était le côté technique. Mais avec l'arrivée, par exemple, des réflexes, après réflexes comme Canon, les Sony, donc ça a un peu démocratisé donc, la production audiovisuelle. Donc maintenant, c'était accessible à pratiquement plusieurs personnes. Et parmi les séries qu'on voit le plus, ceux qui sont encore sous l'ombre et qui sont diffusés que sur Internet, je dirais que ce n'est même pas le 20e ou bien le 10e. Ce qui veut dire que nous avons une production qui est soutenue. Maintenant, pour passer à un autre niveau, un niveau où vraiment on va s'attaquer comment dirais-je, à l'étranger avec des produits qui seront capables de rivaliser, ce sera plus la formation. Parce que le Nigeria, ils sont partis comme ça. C'est-à-dire il faut beaucoup produire. Et en produisant, effectivement, donc, les déchets vont se faire éliminer. Et donc le meilleur, la crème de la crème, donc, sera à la hauteur. Alors, c'est vrai qu'on a vu qu'au Sénégal, on produit beaucoup. Mais malheureusement, on a remarqué aussi que malgré cette grande production, le contenu audiovisuel axé sur les enfants, ça manque, c'est un manque criard. On ne voit pas, en fait, même des structures qui se chargent de mettre en place ce genre de contenu-là. Vous, en tant que spécialiste, qu'est-ce que devait être, en fait, le chemin à mener par rapport à cette production-là avec des producteurs qui sont au Sénégal? D'abord, pour pallier à ça, il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs facteurs. Pour faire une série classique, vous avez besoin juste d'une caméra, de la lumière et de l'audio. Vous êtes capable de sortir, filmer et puis diffuser. Alors que pour les dessins animés, c'est beaucoup plus complexe. Dans la mesure où, pourquoi on l'appelle dessin animé? C'est parce que c'est un dessin qu'on arrive, par des techniques qu'on apprend de façon académique, à faire bouger. Et pour avoir ce résultat-là, on a besoin de différents métiers. Parce que sur l'animation, jusqu'ici au Sénégal, nous avons bénéficié, je dirais, par le hasard, qu'en 1999, il y avait ce qu'on appelle Pictoon, c'était une école de formation. En même temps, une entreprise qui produisait. C'est Pictoon qui a produit le premier dessin animé entièrement fait au Sénégal. D'accord. Parce que ce soit Kirikou, que ce soit Samba Elek, toutes ces productions-là avaient des contenus, avaient des acteurs, étaient sur l'environnement au Sénégal, mais c'était des Français, des Européens. Mais on a vu quand même la petite touche de scène sénégalaise. Non, non, ce que je veux dire, c'est que les productions-là n'étaient pas des productions exclusivement faites par des Africains. C'était des Français ou bien des Américains qui sont venus, notamment Kimbo, que la première dame à l'époque de Oufiet avait financé, parce que ça demande beaucoup d'argent et ça demande de la formation. Pourquoi je parlais de Pictoon? Pictoon avait formé moi, Olivier, la plupart des animateurs que vous entendez ont été formés par Pictoon. Et dites-vous que depuis 1999 jusqu'à 2019, ça fait maintenant 20 ans. En 20 ans, il n'y a pas de dessinateur ou bien d'animateur qui n'est pas sorti de cette école-là. Pour dire que c'était une initiative personnelle. Une école qu'on a mis, qui a produit, en même temps qui a formé. Mais imaginez-vous que cette école-là, jusqu'à présent, existe. C'est-à-dire que sur le marché, on aurait pu avoir de la main-d'œuvre. Nous avons le nom, c'est-à-dire les jeunes, qui sont intéressés par les arts. Donc, que ce soit les chanteurs, les danseurs, les dessinateurs. Mais, vous pouvez être dessinateur, mais pour faire un dessin animé, il vous faut une qualification. Cette qualification-là, c'est des métiers. Animateur, assistant, cleaner, décorateur, compositing. Donc, ces métiers-là, vous ne pouvez pas l'avoir que dans les écoles académiques. Donc là, et c'est là où se situe la responsabilité de l'État. C'est-à-dire dans le cursus académique donc, des Sénégalais, ils devraient être en mesure d'avoir des structures et des écoles situées à le bac, que tu ne sois pas obligé de sortir de ce circuit-là, d'être à l'université, avoir des écoles de formation aux beaux métiers, par exemple comme à Bordeaux et autres, aux Beaux-Arts, l'école des Beaux-Arts Illustration, donc, qui est laissée en rade,
Et je pense que c'est la responsabilité de le faire. Vous n'êtes plus à présenter dans le domaine de tout ce qui est dessin animé, vous écrivez, on vous a connu en tant qu'artiste et autres. Et en même temps, vous êtes aussi le responsable, le directeur de Level Studio, une entreprise qui évolue dans le domaine de la création de contenu. Alors vous, concernant le contenu pour enfants, est-ce que vous avez eu des initiatives? Quelles sont les productions que vous avez eu à réaliser depuis le début? Ok. Donc, d'abord, il y a notre production, je pense, la plus connue, qui est Niaï, le dessin animé, et qui est d'ailleurs la première série de dessins animés donc, en Afrique de l'Ouest. On en a produit 40 épisodes. Donc, la troisième saison, pratiquement, on est au numéro 16, mais par manque de moyens et d'accompagnement, donc on est obligé de la garder en attendant. Donc, là, on a fait une production avec Orange. Parce que nous avions gagné le pitch. Il y avait une section animation, donc Level l'avait gagné. Et on devait être accompagné en coproduction avec Orange pour produire une série qui s'appelle Dakar Rapide et qui est maintenant bouclée et qu'on va lancer d'ailleurs le 24, Inch'Allah, au niveau du canal Olympia. Donc c'est un grand lancement qu'on va faire et là aussi on est en train de confectionner un documentaire pour montrer un peu les coulisses et le making-of de dessin animé, tu vois. C'est quoi en fait? C'est quoi l'objectif d'un dessin animé? Ça veut dire quoi? C'est quel genre de message que vous êtes en train de... Donc pour Dakar Rapide, en fait, l'histoire c'est juste un car rapide avec un chauffeur et son fils qui sont un peu balourds et son neveu qui est l'apprenti type, donc parle la langue Salas et autres, et qui sont poursuivis par un policier qui s'appelle pour nous Amna Yakar. Nous avons un peu parlé avec Amoul Yakar, que nous apprécions bien et que je pense d'ailleurs tous les Sénégalais l'apprécient. Et c'est comme Tom et Jerry, donc ils recherchent le car rapide parce que le car rapide dans cette fiction a été interdit au Sénégal. C'est le dernier car rapide. Donc c'est ça un peu l'histoire de Dakar Rapide. En tout cas, merci à SEC, en même temps MMS, ou MASS, comme on vous appelle en tant que rappeur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Peut-être revenir un peu avant de terminer sur qu'est-ce que en fait, l'État doit vraiment faire pour booster la création de contenu. Oui, ce que je disais, l'animation est très importante. Et d'ailleurs, je pense que ceux qui nous regardent peuvent s'en rendre compte. Nous avons grandi avec des dessins animés qui sont des dessins animés occidentaux. Aujourd'hui, les enfants connaissent Dora, connaissent Ladybug, connaissent la Princesse des Neiges. Et si vous allez dans les écoles préscolaires, ce sont ces images-là qu'on dessine. Il faut leur montrer que nous avons des héros qui sont noirs, qui ont des cheveux frisés comme eux, pour d'abord qu'ils s'acceptent. Parce que l'enfant, il grandit et ces références, ce sont des références qui ne nous ressemblent pas. D'ailleurs, pour moi, Black Panther est une bouffée d'air parce que ça a permis dans les, comment dirais-je, Mardi Gras qu'on puisse trouver donc, des princesses et des héros avec des références qui sont vraiment africaines et qui sont vraiment noires. On espère qu'avec votre travail, on arrivera quand même à aider ces enfants-là à avoir une autre dimension en fait de ces héros africains-là. En tout cas, As Seck, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. L'émission, ça fait juste 5 minutes, on n'a pas le temps, mais on aura l'occasion de discuter et de développer tout ce qu'on a dit concernant la création de contenu. Merci de nous avoir suivis. Je suis une jeune maman qui est obsédée par tout ce que son enfant regarde. Donc, il me faut avoir le contrôle parental de tout ce que mon jeune enfant regarde. Alors, je vais vous proposer dans ce Tech Tips comment activer le contrôle parental sur YouTube. Merci Mary. Pour le tips de ce numéro, nous allons vous montrer comment activer et désactiver le contrôle parental sur YouTube. Sachez que vous pouvez activer sur cette plateforme le mode restreint et ainsi bloquer l'accès à toutes les vidéos indésirables. Ces vidéos sont celles souvent signalées par les utilisateurs et celles nécessitant un âge minimal pour les visionner. Si vous activez et verrouillez le mode restreint sur l'ordinateur familial, aucun membre de la famille ne pourra visionner les vidéos filtrées, même s'il se connecte à son propre compte YouTube. Pour vous assurer que quiconque utilise votre ordinateur ne puisse accéder à du contenu considéré comme abusif, vous devez activer et déverrouiller le mode restreint sur l'ensemble de votre ordinateur. Maintenant, nous allons vous montrer en quelques étapes comment verrouiller et activer le mode restreint. Rendez-vous sur YouTube et connectez-vous à votre compte. Cliquez sur votre initiale dans le cercle de couleur en haut à droite, puis sur Paramètres.
Tout en bas de la page, cliquez sur le bouton mode restreint désactivé. Cochez la case activée, puis cliquez sur enregistrer. Cliquez sur le lien verrouiller le mode restreint sur ce navigateur. Inscrivez le mot de passe de votre compte et voilà, vous n'avez qu'à répéter ces étapes pour chacun des navigateurs installés sur votre ordinateur. Et sur chaque profil d'utilisateur s'il y a, afin d'empêcher tout utilisateur, même ceux qui se connectent à leur propre compte YouTube, d'accéder au contenu jugé inapproprié. C'était tout pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous prochainement. Dans ce Tech World, nous allons faire un spécial inventeur. Ce sont des passionnés de science. Et pour le premier, je vais vous présenter Vital Vitchum. C'est un passionné de science depuis qu'il est tout petit et figurez-vous qu'il a créé une pile faite à base de manioc. Et ça, c'est entre autres. Âgé de 38 ans, aujourd'hui, Vital Vitchum compte plus d'une douzaine d'inventions. Parmi ces inventions, la pile manioc, une pile faite à partir du manioc avec une autonomie de 2 semaines. Une invention qui date de 1999 et c'est la toute première. Très fan de la chimie, malgré les difficultés qu'il rencontre, en 2018, il crée la lampe charbon, une allumette faite à base des yeux de poisson. Sa toute dernière invention date de 2019, une brosse à dents capable de recharger un téléphone portable. Chercheur et chimiste, il effectue ses travaux de conception et de développement grâce à l'énergie renouvelable. Toujours dans le spécial inventeur passionné de sciences et africain, je vais vous présenter un jeune qui vient de Malawi. Alors lui, il a créé un moulin à vent générateur d'électricité. Je vous dis, en Afrique, on n'a que du bon. William Kwakwamba est un inventeur malawite, ingénieur et auteur. Il devient célèbre dans son pays en 2006 lorsqu'il construit une éolienne pour alimenter en électricité sa maison familiale en utilisant un tronc d'eucalyptus, des morceaux de bicyclette et du matériel récupéré dans une décharge voisine. Ensuite, il construit une pompe à eau mue par l'énergie solaire qui fournit pour la première fois l'eau potable à son village. Il bâtit aussi 2 autres éoliennes, la plus haute mesurant 12 mètres. Les actions de William Kwakwamba font sensation et il attire l'attention de la presse. Il acquiert une renommée dans son pays et son histoire est racontée par la presse internationale. Le Malawite est alors invité à des rencontres d'entrepreneurs où il présente ses projets. Ses présentations impressionnent et plusieurs investisseurs de capital risque se sont engagés à aider à financer son éducation secondaire. Nous sommes au terme de cette émission. J'espère que vous avez apprécié les sujets présentés, ainsi bien sûr que la présentation en elle-même. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau numéro de Hightech 221. D'ici là, soyez sages!